Chers compatriotes, cette semaine, j'aimerais commenter deux faits économiques principaux. Tout d'abord, les ratés du régime social des indépendants, le RSI, et ensuite, commenter le chiffre des profits records des sociétés du CAC 40. Le régime social des indépendants, le RSI, est la sécurité sociale des travailleurs non salariés, les commerçants, les artisans et les professions libérales. Il constitue un tissu économique de TPE, PME, représentant 90% des entreprises, premier employeur de France. Ce secteur est étouffé par des prélèvements obligatoires qui ne lui permettent pas d'embaucher des employés quand elles ne menacent pas la pérennité de l'entreprise elle-même. Ces entrepreneurs indépendants subissent de graves problèmes administratifs du RSI, tant au niveau du mode de calcul des cotisations sociales, basé sur l'activité de l'année N-2, que de leur perception. Les indépendants se trouvent ainsi confrontés à d'innombrables dysfonctionnements, à des décisions opaques ou arbitraires du RSI, qui les amènent parfois à des procédures contentieuses et même jusqu'à la fermeture de leurs entreprises. Un véritable cauchemar pour les affiliés du RSI. Il s'agit d'un régime obligatoire voulu par les gouvernements UMP, Villepin et Fillon et qui est au centre d'une gigantesque contestation aujourd'hui. Les ennuis ont commencé officiellement par un bug informatique géant qui a supprimé des quantités de données. Probable. Mais officieusement, les régimes auraient aussi subi des pertes sur les marchés financiers lors de la crise de 2008. Les prestations maladie ou retraite qui ne sont pas versées sont légion. L'absence de communication entre les services gestionnaires a multiplié les demandes de documents et les lenteurs. Le RSI avait même vanté l'interlocuteur unique pour les affiliés. La réalité a été moins rose, avec des agents débordés et injoignables dont le centre d'appel ont été sous-traités à des correspondants incapables de répondre aux questions des ayants droit. Paperasse sans fin, incohérence, absence de réponse, prestations non versées ou encore cotisations erronées qui mettent en péril leur métier. Et le désespoir est grand. Le RSI n'est qu'une illustration d'un mal français, celui d'une administration publique devenue une usine à gaz et des gouvernements UMPS dépassés qui réforment dans l'urgence, sans connaître et sans concertation. Il n'est qu'un exemple parmi d'autres des échecs administratifs de l'UMP au pouvoir. On pense à la catastrophe du logiciel Louvois de paye de l'armée. Il faut donc dénoncer ceux qui, à l'instar de Bruno Le Maire, prétendent aujourd'hui apporter des solutions alors qu'ils se sont disqualifiés en étant des instigateurs de ce système qui bloque la France. Alors qu'avec des règles mieux ciblées, une majorité de 3,8 millions de TPE actives pourrait embaucher un premier ou un second salarié. Une large part du problème du chômage serait alors traitée. Le Front National RBM est bien entendu solidaire des commerçants, artisans et des professions victimes du RSI. Cette force vive de l'économie nationale doit retrouver la sérénité nécessaire pour se concentrer sur leur activité. Eux ne peuvent pas délocaliser leur business comme les mondialistes, hors de la zone euro ou de l'Union européenne. Le Front National RBM soutient le mouvement Défendons la libre entreprise avec l'objectif politique de mettre un terme au calvaire des indépendants et aux errements du RSI. Plus concrètement, éviter les défaillances d'entreprises dues au contentieux du RSI, le député RBM Gilbert Collard déposera à l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant à suspendre toute forme d'exécution ou de mise en recouvrement ou bien encore d'application d'une sanction par le RSI avant l'épuisement total des voies de recours. Enfin, une importante mobilisation professionnelle aura lieu le lundi 2 mars à 13 h au Jardin du Luxembourg, place Edmond-Rostand, Paris 6e, en face du Sénat. Mes collègues députés du Front National RBM ainsi que les entrepreneurs du collectif Audace et du Cercle Cardinal seront aussi présents pour soutenir nos indépendants. Venez nombreux, ils ont besoin de nous tous pour sauver leurs entreprises et relancer l'économie réelle ainsi que l'emploi local. Mon second point concerne les profits des grandes entreprises du CAC 40. Que nous soyons bien d'accord, les entreprises sont faites pour gagner de l'argent. Il faut donc se réjouir que nos grandes entreprises françaises soient rentables, mais à condition également que ce soit pour l'intérêt général des Français. Aussi, félicitons-nous des chiffres annoncés aujourd'hui, faisant état des bénéfices cumulés de 64 milliards d'euros en 2014, en hausse de 37% pour nos entreprises du CAC 40. Leur chiffre d'affaires total reste stable également à 1235 milliards d'euros. Néanmoins, il faut apporter certains bémols. Tout d'abord, la part due à des résultats exceptionnels, c'est-à-dire non récurrents, est importante. Sans eux, la progression des profits ne serait que de 10%. L'embellie économique 2014 est donc toute relative. Ensuite, il faut rappeler que les entreprises du CAC 40 appartiennent à 55% environ à des actionnaires non résidents, c'est-à-dire essentiellement étrangers. Total, la première entreprise française, l'est à 72%.
Plus encore, voir cette accumulation de profits amène aussi à s'interroger sur la répartition de la valeur ajoutée au niveau macroéconomique. Depuis le milieu des années 80, cette répartition de la richesse nationale créée s'est faite de plus en plus au détriment de la rémunération du travail, au profit de la rémunération du capital. Nombre de grandes entreprises n'utilisent plus aujourd'hui ces bénéfices pour investir ou pour augmenter les salaires, mais pour les redistribuer prioritairement à leurs actionnaires. Faute de débouchés, ou pour satisfaire l'avidité des fonds de pension anglo-saxons, les rachats d'actions par leurs propres sociétés sont devenus la règle dans la finance mondiale. Enfin, il faut aussi évoquer les schémas d'optimisation fiscale qui permettent aux grands groupes de délocaliser leurs profits, via notamment les prix de transfert et des filiales dans des paradis fiscaux. Payer moins d'impôts, ça n'est pas toujours la meilleure manière d'augmenter les profits. Car cela a des conséquences négatives sur les finances publiques des États, qui se répercutent sur les emplois nationaux et entraînent l'austérité réclamée par l'Union européenne. Je rappelle à ce titre que le scandale de l'affaire des LuxLeaks a fait apparaître le nom de nombreuses sociétés françaises, et notamment de grandes banques privées. Total a aussi longtemps été montré du doigt pour payer qu'une part minoritaire de ses impôts en France. Son taux d'imposition, par exemple, à l'IS, ressortait à 8%, contre plus de 33% pour les petites entreprises françaises. En définitive, il faut encourager la libre entreprise, et la recherche du profit financier est une bonne chose dans une économie de marché. Mais aux politiques de dire que les profits ne doivent pas se faire à n'importe quel coût social ou environnemental. C'est aux politiques d'orienter la fiscalité et le droit vers une plus juste répartition des richesses. Ils doivent veiller, grâce à un État régulateur, à garder un juste équilibre entre ingénierie fiscale, optimisation agressive et la fraude. Dans le cadre du modèle de patriotisme économique du Front National, nous préférons que les entreprises gagnent de l'argent, mais nous aimerions voir une meilleure revalorisation du travail, notamment par un rattrapage des salaires français plutôt que des dividendes des actions. Au FN, nous restons également convaincus que la dynamique de notre demande intérieure viendra plus des PME que des grandes multinationales. Enfin, je conclurai par deux brèves. La première, en vous signalant que, après l'abandon d'Alstom, après la privatisation de Nexter en 2014, l'État continue sa grande braderie nationale en se désengageant d'une autre entreprise stratégique, Safran. Cette semaine, pour la troisième fois en 2 ans, le gouvernement socialiste a vendu 4% du capital de cet équipementier aéronautique, très présent dans la défense nationale. Il ne détiendrait plus que 18% de l'entreprise, ce qui marque un nouveau recul de l'État stratège, pourtant indispensable à la garantie de notre sûreté nationale. Le deuxième point, c'est la BCE, dans sa réunion mensuelle de ce jour, vient de préciser que le plan de 1140 milliards d'euros de QE, ou assouplissement monétaire, annoncé en janvier dernier pour acheter des dettes publiques d'État, sera lancé en réalité le lundi 9 mars. De plus, Mario Draghi a annoncé fièrement, pour 2017, des chiffres de croissance économique de 2,1% et d'inflation de 1,8% dans la zone euro. Nous verrons bien si son enthousiasme de banquier se vérifiera en 2017. À bientôt!